Ouais, dis donc, j'organise une partouze là, un peu ce soir à la maison, là. Ça te dit pas de venir avec ta femme, là? Bon, si vous venez, on sera trois. Ouais, je sais, je téléphone avec un alter. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là, ça fait toujours énormément plaisir de vous retrouver. Pour l'instant, tout se passe super bien, hein, l'ambiance est bonne, hein, tous les voyants sont au vert. Non mais c'est vrai, je veux dire, il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, la chaîne fonctionne, c'est tout. Et c'est grâce à vous tous. Merci les amis. Venez, on fait une ronde. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, de notre petite sœur, la Lune. Bah ouais, j'ai fait une série de vidéos sur les planètes du système solaire, alors pourquoi ne pas en faire une sur les satellites des planètes du système solaire? Je sais pas si ça va vous intéresser, hein, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je le fais? Et puis bon, bah après j'ai demandé à Richard, il m'a dit... D'un autre côté, si on essaie pas, on saura jamais. Bon après ça va être intéressant, mais je vous promets pas la Lune. Oh c'est bon ça. Parce qu'il y a quand même gavé de trucs à apprendre, et notamment le fait que dans le système solaire, c'est pas sur des planètes, mais bien sur les satellites qu'on est le plus susceptible de trouver de la vie extraterrestre. Europe, Encelade, non mais il faut en parler de tout ça. Et nous aujourd'hui on va commencer par la Lune, parce que la Lune, eh bah c'est la nôtre. La Lune est un satellite. C'est l'un des 5 satellites de la Terre. Les 4 autres n'existent pas, donc la Lune est seule. Question, pourquoi d'où vient la Lune? La Lune a un diamètre de 3400 km de diamètre, ce qui est grand. Donc, dans cette vidéo, je vais pas forcément vous refaire toute l'histoire de la conquête spatiale là, avec voilà, les Américains contre les Russes, la course à l'espace, la guerre froide, Kennedy, tout ça. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube qui le font très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Lune en elle-même. À quoi elle ressemble? Rien. Qu'est-ce qu'on trouve dessus? Rien. À quoi ça a servi d'aller là-bas? À que dalle. Et à quoi ça servirait d'y retourner? Ah bah ça, on se le demande. Non mais c'est vrai, c'est que tout le monde croit connaître la Lune parce qu'elle est là tout le temps, elle fait partie du paysage, mais on se rend compte en fait qu'on connaît pas grand chose sur elle. Commençons par quelques généralités, voulez-vous? Alors la Lune, ou Terre 1, parce que c'est aussi son autre nom, hein, la Lune s'appelle aussi Terre 1. On l'appelle jamais comme ça, on l'appelle la Lune, hein, on l'appelle pas par son autre nom, c'est voilà, Nathalie Portman, on l'appelle pas Nathalie Herschlag, pourtant c'est son nom. Mais quand on parle des désignations des satellites par rapport à chaque planète, la Lune on peut aussi l'appeler Terre 1. Et ensuite? Bon, c'est tout. La Lune est l'unique satellite de la Terre, ce qui fait de la Terre l'unique planète du système solaire à avoir un unique satellite. Les autres planètes, elles en ont soit plusieurs dizaines, sauf Mars qui en a que 2, soit pas du tout. On est la seule planète à avoir un satellite. Bon, la Lune, si vous voulez, c'est un caillou, hein, ni plus ni moins. Un gros caillou rond, hein, qui fait quand même 3400 km de diamètre. Ça veut dire que par rapport à la Terre, la Lune est grande. C'est un gros satellite. Elle fait plus du quart de son diamètre. Le quart! En superficie, elle fait approximativement la taille du continent africain. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est le plus gros satellite du système solaire par rapport à la planète autour de laquelle il orbite. Il y a des satellites qui sont beaucoup plus gros que la Lune, hein, Ganymède, le plus gros satellite de Jupiter, Titan, le plus gros satellite de Saturne, mais par rapport à leur planète, ils ont une taille ridicule. Donc par rapport à nous, la Lune, elle est quand même pas mal teufa. Si la Terre était un ballon de basket, eh bien... Ouais, j'y arrivais avant, mais bon. On disait que si la Terre était un ballon de basket, la Lune serait une balle de tennis. Alors moi il m'épate. Pour se représenter un petit peu la taille Terre-Lune, il faudrait mettre la balle de tennis à 6,40 m du ballon de basket. Alors c'est vrai que comme ça a l'air loin. Et c'est vrai que c'est loin d'ailleurs, ça fait quand même en moyenne 380 000 km. En même temps, c'est quand même finalement pas super loin de ouf sa mère non plus. Si on roulait à une vitesse de 80 km/h, il nous faudrait 6 mois pour y aller. Après, on peut rouler à 200 km/h aussi, hein, mais bon, on n'est pas des ministres. Bon, par contre, les astronautes, quand ils y vont, ils mettent 3 jours. Ah ouais, mais leur fusée, elle carbure pas au diesel. Hein. Et si on volait avec mon vaisseau, le Faucon Millenium, on mettrait 1 seconde pour y aller, étant donné que le Faucon Millenium vole à la vitesse de la lumière et même un peu plus vite. Ouais, mais il fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Et que la Lune n'est qu'à 1 seconde lumière, bah voilà, c'est-à-dire t'as juste à monter dans le cockpit, tu mets la clé sur le contact, tu démarres. T'es arrivé. Bah voilà, c'est mortel. De toute façon, le Faucon Millenium, c'est le meilleur. Je veux dire, Han Solo, c'est le meilleur pilote, c'est tout. Y a pas mieux. Tu te déchires, Solo. Toi aussi. Ah, merci. La Lune est un astre obscur. La force est noire. Elle est obscure parce qu'elle n'émet pas de lumière. Si elle brille la nuit, c'est parce qu'elle réfléchit la lumière du soleil. Et à ce propos-là, d'ailleurs, si vous trouvez que la Lune brille énormément, et que c'est vrai que parfois on peut limite se repérer avec sa lumière même en pleine nuit, faut savoir que son albédo, c'est-à-dire en gros son pouvoir réfléchissant et la quantité de lumière qu'elle réfléchit, est finalement assez faible. On a l'impression qu'elle réfléchit beaucoup de lumière, mais en fait carrément trop pas. Par rapport à d'autres objets du système solaire, elle réfléchit pas beaucoup la lumière parce que son sol est noir, et en gros, enfin noir-gris, et que c'est de la lave refroidie et de la poussière. Si le sol de la Lune était blanc, comme Encelade par exemple, qui est fait de glace, et bah là clairement il y aurait beaucoup plus de lumière qui serait renvoyée. Il pourrait presque faire jour en pleine nuit quoi, je veux dire, le ciel serait quasiment bleu. J'ai du mal à le croire. Essaye. Alors l'albédo ça se calcule en nombre de feuilles, enfin de 0 à 1. 0 ça absorbe 100% de la lumière, c'est-à-dire c'est un corps noir, comme lui. Et 1 ça réfléchit 100% de la lumière, c'est un corps blanc, comme lui. Et la Lune a un albédo de seulement 0,07, c'est-à-dire 7%. 7%, c'est rien 7%. Et ben c'est quand même plus que le score de Nicolas Dupont-Aignan aux dernières présidentielles.
Alors que la Terre, elle, a un albédo de 0,34. 34%. Elle réfléchit plus la lumière que la Lune. Et la Palme d'Or revient à Vénus, hein, qui a un albédo de 64%, c'est pour ça qu'elle brille beaucoup la nuit. Son atmosphère est très atténuée, donc elle rejette beaucoup de lumière. Et c'est vrai, Vénus, on la voit parfois en plein jour plus brillante que la Lune alors qu'elle est beaucoup plus loin. Si Vénus était aussi grosse que la Lune dans le ciel, mais alors là on aurait quasiment jamais de nuit quoi. Enfin, je vous dis pas qu'il ferait jour en pleine nuit, d'ailleurs je vous le dis pas. Sinon dans un autre registre, il y a Gandalf aussi qui réfléchit énormément la lumière. Lui il a un très grand albédo, enfin il a plutôt le côté bédo que le côté A là. Alors la Lune elle se tape des phases. Selon sa position, la nôtre et celle du Soleil, on ne voit pas la même partie de la Lune éclairée tout le temps. C'est ça qu'on appelle des phases. Mais sinon dans l'absolu, il y a toujours la moitié de la Lune qui est constamment éclairée, sauf que nous on peut pas toujours le voir. Il y a d'abord la nouvelle Lune, là c'est pas compliqué, on la voit pas. C'est-à-dire elle est située entre la Terre et le Soleil, ce qui fait qu'elle est éclairée par derrière, donc on la voit pas. C'est un peu comme si elle était en contre-jour. C'est si simple que ça? Ouais, c'est tout simple. Ça c'est le moment où la face cachée de la Lune est éclairée. Bah oui, parce qu'attention, peut-être pensez-vous que lorsqu'on parle de la face cachée de la Lune, on fait référence à une partie qui est constamment dans l'ombre. Et bah carrément trop pas. La nouvelle Lune, c'est la face que nous on voit tout le temps, qui là est dans l'ombre. Et bah du coup de l'autre côté, c'est la face cachée qui est éclairée. La face cachée est pas tout le temps dans l'ombre. Bah ouais, mais faut le savoir ça. Ensuite, la Lune bouge, quand elle passe là, elle est éclairée comme ça, on appelle ça le premier croissant. Et quand elle arrive là, c'est le premier quartier. Ça ressemble à ça. On voit la moitié de la Lune éclairée en fait. Et oui, parce qu'à ce moment-là, par rapport à la Terre, la Lune elle se retrouve à 90 degrés par rapport à sa position initiale de la nouvelle Lune. Elle forme une sorte de triangle rectangle avec le Soleil, dirons-nous. Et du coup, vu de chez nous, on voit que cette moitié-là qui est éclairée. Ça pourrait s'appeler la première moitié, mais ça s'appelle le premier quartier. Ensuite, elle continue son petit bonhomme de chemin, elle passe par là, elle est éclairée comme ça, on appelle ça la Lune gibbeuse. La Lune gibbeuse, quoi. C'est quoi ce vieux nom, les gibbeuses? Du coup, elle arrive là, elle est alignée avec la Terre et le Soleil, et du coup, on voit toute la surface éclairée, c'est la pleine Lune. Elle est à l'opposé du Soleil. Raison pour laquelle on peut voir la pleine Lune que la nuit. C'est vrai que des fois, on voit la Lune en journée, mais on peut pas voir une pleine Lune en journée, hein, et vous le comprenez avec ce graphique. Parce que c'est un beau graphique. Bon, après, j'entends les esprits forts, hein, qui me diront qu'on peut quand même voir une pleine Lune en fin de journée, l'été, quand le Soleil se couche tard. Oui, c'est vrai, oui. Bah alors, tu veux une médaille? Bon, elle continue de tourner, chemin faisant, elle passe par là, on dit toujours qu'elle est gibbeuse. Quel nom de merde, gibbeuse, quoi. C'est moi, ça me fait penser au gibolin. On ne dira jamais assez les bienfaits du gibolin. Elle arrive là, c'est le dernier quartier, c'est le contraire de ce qu'on avait là-haut. Donc vous prenez les mêmes explications et vous les inversez. Enfin, vous vous démerdez. On voit donc l'autre côté qui est éclairé. Elle revient vers son point de départ, elle passe par le dernier croissant et elle re-arrive, du verbe re-arriver, à son point de départ de la nouvelle Lune. Ces 4 phases reviennent 12 fois par an et ce cycle qu'on appelle le cycle lunaire dure à peu près 29 jours et 3 poils de cul. C'est ce qu'on appelle le mois lunaire. Voilà, c'est le temps qui se passe entre une nouvelle lune et une autre. Ou alors entre une pleine lune et une autre. Il se passe 29 jours et 3 poils de cul. C'est d'ailleurs la seule période naturelle qui change jamais, hein, contrairement aux mois que nous on a créé, enfin qu'on a fait des mois à 30 jours, ou 31 jours, ou 28 ou 29 pour février. Un mois lunaire dure toujours 29 jours et 3 poils de cul. Et voilà, tout ça n'est qu'une histoire de position, hein, de la lune par rapport à nous, par rapport au soleil. C'est ça qui fait que ça change au fur et à mesure. Hein. C'est tout con, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! C'était patent! Alors par contre, la lune, des fois, elle apparaît très brièvement, d'un seul coup. Regardez bien sur cette vidéo, ça va aller très très vite là. Attention, tac! Et ouais, ça y est, elle est déjà partie. Alors à quoi elle ressemble la lune? Eh ben elle ressemble à ça, voilà. Regardez-moi ça, vous avez vu comme c'est biolifant? Des paysages arides et désertiques, faits de roches et de poussière, des cratères plus ou moins gros, des plaines et des montagnes. Il y a des chaînes de montagnes sur la lune, et d'ailleurs on leur a donné le même nom que chez nous. C'est-à-dire sur la lune, vous avez les Pyrénées, le Jura, les Alpes, il y a aussi le Caucase et les Carpates, et le mont du Péril. Le tout avec des températures de 120 degrés au soleil et moins 200 à l'ombre, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère pour stopper la chaleur le jour et la retenir la nuit, il n'y a rien qui régule la température comme chez nous. Voilà, bon, je sais pas vous, mais moi ça me donne pas tellement envie d'y aller. Se taper 3 jours de route en fusée à une vitesse de malade, on se prend je sais pas combien de G dans la gueule, demander à Mia Khalifa, c'est pas toujours agréable. Quand on regarde la lune à l'œil nu, la nuit, on voit surtout du blanc. Mais on distingue aussi des sortes de taches plus ou moins noires, qui sont en fait des grandes parties sur la surface qu'on appelle des mers. Comme la mère Michel. Celle qui a perdu son chat? Ouais, mais elle a retrouvé, c'est bon. Ah c'est vrai, il était où? Dans ton cul. Cela est bien dit. Et ces mers donc, qui sont une vingtaine à peu près, il y a la mer de la sérénité, de la tranquillité, de la fécondité, la mer des pluies, la mer d'Oni. C'est la mer Noire. Ces mers, pourquoi qu'elles sont sombres? Tout simplement parce que ce sont des zones composées de basalte, qui est en gros du magma volcanique qui a refroidi. C'est des zones où il y a une grosse activité volcanique, avec de la lave et tout. Et la lave a refroidi et ça a donné ces plaines avec de la roche sombre qui réfléchit moins le soleil que le reste de la surface. Mais ça c'est aussi des trucs qu'on a chez nous. Hein. Pour regarder à Hawaï, à la Réunion ou à Roubaix, en tout cas dans des endroits où il y a une forte activité volcanique, on peut voir par endroits des grandes coulées de lave qui ont refroidi et qui ont séché et qui sont devenues noires. Alors oh, il n'y a pas que la lune, hein. Nous aussi on en a. Je suis allé d'ailleurs à la Réunion, hein. J'ai marché sur d'anciennes coulées de lave du piton de la Fournaise qui ont refroidi. Regardez-moi comme il est beau comme un camion. Baisse tes bras, abruti. En tout cas voilà, ce serait à cause des volcans et de la lave qui a refroidi. Voilà, on
n'a pas d'autres explications à propos de ces taches sombres. À moins que ce soit encore un coup de Fantomas. Lui-même. Je le savais. Comparé aux mers, les zones plus claires, qu'on appelle au contraire les terres ou les continents, représentent 60% de la face visible et presque la totalité de la face cachée de la Lune. D'ailleurs, c'est un peu ouf aussi ça, quand on a vu pour la première fois des photos vraiment de la face cachée, on pensait qu'elle ressemblerait beaucoup à la face visible avec des mers et tout, enfin des taches sombres, et en fait pas du tout, voilà, il n'y a aucune tache sombre, il y a quasiment que des cratères. Nous pourrons également remarquer que ces zones sombres contiennent moins de cratères que les zones claires, ce qui veut dire qu'elles sont plus jeunes, parce qu'elles ont recouvert le sol dans un second temps. En parlant des cratères, tiens, regardez bien cette photo. On peut voir que la Lune est recouverte de cratères, plus ou moins gros, ça va de quelques mètres à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, et pour la profondeur ça peut aller jusqu'à 6 km pour le plus profond, mais en général c'est moins. Et il y en a énormément en raison de toutes les météorites et de Saitama qui viennent s'écraser là. Et en plus, quand il repart, c'est encore pire. Non mais c'est vrai, de la surface de la Lune, on dirait un vrai champ de bataille. Les scientifiques pensent tout simplement que c'est parce que Sangoku et Vegeta viennent s'entraîner là régulièrement. Oh non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme conneries? C'est pas des conneries, putain. J'étais là, j'ai tout vu. Ils étaient là, ils ont fait. Alors en fait, c'est parce que très tôt dans l'histoire du système solaire et lors de la création un peu de tout ça, il y a eu un énorme bombardement de plein de météorites qui a recouvert la Lune de cratères, et que depuis, comme la Lune n'a pas d'atmosphère, le moindre petit caillou qui arrive, elle se prend dans la tronche, et enfin que la Lune est un astre complètement mort, et que il n'y a pas de volcanisme, de tectonique des plaques qui pourrait un petit peu changer le sol. Donc en gros, toutes les cicatrices restent, voilà, elles sont pas effacées au fur et à mesure, c'est-à-dire que le sol de la Lune n'a quasiment jamais changé depuis plus de 3 milliards d'années, un peu comme le père Fouras. Allez, continuons avec un brin d'histoire. Un petit peu, pas trop. Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir comment ça s'est passé, tu vois. Enfin, pas toujours, quoi. C'est vrai que des fois, il aurait peut-être mieux valu pas raconter le début du truc. Hein. Non, pas celui-là. Non, celui-là, il était très bien. Alors, la première fois qu'on était sur la Lune, c'était en 1969. Ça fait pile 50 ans, les mecs. On va fêter cette année le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune. C'est l'américain Neil Armstrong, qui a posé en premier le pied sur la surface et qui a dit cette phrase extrêmement connue. Putain, je sais plus si j'ai éteint le four en partant. Alors, la photo qui a été prise, elle est mondialement connue. Je suis sûr que vous l'avez toutes et tous déjà vue. La fameuse photo du premier homme sur la Lune. C'est sûr que là, ils nous feront moins chier, les poules auront de la place, puis au moins l'accordéon on l'entendra plus. Non, je rigole, je parlais de cette photo, là, où on voit effectivement Neil Armstrong en gros plan, le fameux Neil Armstrong. Sauf qu'en fait, c'est pas Neil Armstrong sur cette photo, mais son pote Buzz Aldrin. Tout le monde pense toujours que c'est Armstrong, mais en fait Armstrong il est là, c'est justement lui qui prend la photo. Et là, caché dans l'obscurité, il y a Stanley Kubrick qui fait son plan. Action! Alors sans refaire toute l'histoire du pourquoi et du comment, il faut juste comprendre que les Américains ont été sur la Lune, simplement pour pouvoir dire qu'ils ont été sur la Lune en premier. En gros, c'est ça les mecs, je vous promets, ça va pas tellement plus loin. La mission Apollo 11 qui les a amenés sur la Lune, c'était pas du tout une mission scientifique de ouf, en mode on va analyser la Lune et comprendre plein de trucs. Non, ils en avaient presque rien à carrer. Alors bon, si, ils ont quand même bien ramené quelques cailloux pour la forme, ils ont planté 2 clous, ils ont monté une étagère. Après, ils ont posé un truc pour enregistrer l'activité sismique de la Lune, et aussi une sorte de réflecteur miroir pour pouvoir calculer encore plus précisément la distance Terre-Lune. Mais officieusement, c'était plutôt une mission en mode on va niquer les Russes en faisant un truc qu'ils pourront jamais faire, on va montrer au monde un peu qui c'est les plus grosses cojones. C'est quoi ça, avoir des cojones? Cojones, du pluriel de cojon, couille, comme dans la phrase Una buena patada en los cojones. Qui veut dire un bon coup de pied dans les couilles. Oui, parce que 12 parsecs, c'est aussi des cours de langue. En fait, à l'époque, quand l'URSS lance Sputnik en 1957, le tout premier satellite artificiel à se mettre en orbite autour de la Terre, les Américains, ils les ont là, les cojones. Ils se disent, attendez, les Russes, ils peuvent envoyer un satellite dans l'espace, ils peuvent éventuellement nous lâcher un missile dans la gueule. Et après, quand les Russes t'envoient en 61 Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace, là, les Américains, ils se chient carrément dessus. À cette époque-là, les Russes, ils sont clairement devant tout le monde, quoi. Alors là, il y a Jean-François Kennedy, le président américain de l'époque, qui prend la parole et il dit: bon les gars, on a la ramasse là, faut se bouger le cul parce que là c'est pas possible. Vous allez me trouver un programme spatial qui défonce sa mère de la race de sa grand-mère, un truc ultra ambitieux et qu'on est sûr de gagner évidemment. Putain, il est marrant lui, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? On pourrait essayer d'aller marcher sur le soleil. Bah non, mais c'est impossible, comment tu veux faire? Bah on irait quand il fait nuit. Et du coup, ils ont mis en place le programme Apollo qui a duré 14 ans entre 1961 et 1975. Alors le programme Apollo il commence assez mal parce que lors d'un test pour Apollo 1, les 3 astronautes meurent dans un incendie accidentel qui se déclenche dans le module de commande du vaisseau pendant l'entraînement. Donc les gars de la NASA, forcément, ils vont chercher un peu à savoir d'où ça a pu venir, tu vois. Et finalement, après de longues recherches, ils finissent par trouver la raison. Ouais, c'est ce que je pensais en fait, on avait oublié de débrancher le sèche-cheveux. Ah, il est con, ouais. Alors après, il y a eu différentes missions, Apollo 2, 3, 4, 5, 6. Le but était de tester le matériel, les lanceurs, les fusées, le module lunaire. C'est-à-dire qu'après la mort des 3 mecs, ils se sont dit qu'il fallait quand même peut-être mieux retester le matos, histoire de pas se faire engueuler. Et bon, sinon les Russes, c'est des se foutent de leur gueule. À partir d'Apollo 7, ils envoient du monde dans l'espace. Et Apollo 10, c'est la grande répétition
compétition finale avant le jour J, Apollo 11 et l'envoi des premiers hommes sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Ils ont passé quelques heures sur le sol lunaire, ils ont même eu un coup de fil en direct du président Nixon qui les a appelés pour savoir un peu comment ça se passait, puis s'il pouvait lui envoyer une carte postale. N'empêche, t'imagines la facture hors forfait qu'il a dû avoir, quoi. Je veux dire, déjà quand t'appelles ici dans un autre pays, tu douilles ta race, bah lui il a carrément appelé sur la Lune, quoi. En même temps, c'est le président, il fait ce qu'il veut, hein, c'est pas lui qui paye. Suivront Apollo 12 avec 3 gugus qui y sont allés aussi. Apollo 13 qui a foiré en route à cause de l'explosion d'un réservoir d'oxygène, hein, ils en parlent dans le film Apollo 13. Apollo 14, première mission où ils se disent bon, là les mecs, on va quand même essayer de faire des trucs un peu scientifiques. Non mais là, les gens commencent à nous regarder, quoi. Je veux dire, si on continue à jouer au golf, ils vont finir par nous poser des questions. Hein, Edgar, qu'est-ce que t'en penses? Promenons-nous, Edgar, dans les bois. Donc là, ils commencent à étudier un peu la géologie de la Lune. Avec Apollo 15, ils t'envoient le premier rover qui est capable de rouler à la surface, hein. C'est vachement pratique pour transporter du matos et puis aller en excursion un peu plus loin. Tellement pratique qu'ils l'ont laissé sur place. Hein. Voilà. Donc, après, ils se sont dit, bah si on revient, il sera déjà là. Ah, parce qu'ils réfléchissent à la NASA, tu vois. Puis en plus, comme Kubrick, il en avait besoin pour une scène pour tourner 2001 l'essai de l'espace, bah comme il était sur place, ça a arrangé tout le monde. Apollo 16 renvoie encore 3 gars sur place. Cette fois, ils vont rester 3 jours, ils vont faire encore plein de tests, ils se marrent. Et le programme se termine avec la dernière mission, Apollo 17, lors de laquelle les gars essayent de cartographier le lieu encore plus précisément. Ils étudient l'atmosphère de la Lune, son champ gravitationnel et tout un tas d'autres trucs. Grâce à eux, on a notamment pu comprendre que la Lune a bien eu une atmosphère à ses débuts, mais qui a pas tenu très longtemps. Étant donné la faible masse de la Lune, bah, c'était pas suffisant pour retenir en fait l'atmosphère qui a été arrachée par les vents solaires. Et après, bah, ils ont fini par arrêter parce qu'il y avait plus de thunes. À un moment donné, ça joue aussi. Ah, mais en fait, t'avais la guerre du Vietnam en même temps, donc c'est vrai que c'est quand même plus important de donner du budget pour aller faire la guerre que pour explorer l'espace. Ouais, mais c'est comme ça, c'est tout à fait normal, je veux dire, malheureusement... Y a pas beaucoup de gens qui peuvent le comprendre. Peut-être parce que c'est pas trop compréhensible en fait. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes missions Apollo, il y a l'ami Vincent de la chaîne Stardust qui a fait des vidéos sur à peu près chacune des missions. Elles sont super intéressantes, donc allez-y de suite comme. Avec le programme Apollo, il y a 12 terriens qui ont posé le pied sur la Lune, et depuis, il y en a environ la moitié qui sont morts. Et les 12 astronautes qui ont marché sur la Lune sont tous américains. Les Américains, tu peux pas tester. Bon, par contre, sur la Lune, il y a aussi des trucs qui sont pas américains. Hein. Bah, déjà, la Lune elle-même, hein, elle est pas américaine, je crois. Enfin, pas encore. Non, il y a aussi des rovers russes, un chinois. Ils sont partout, les Chinois, même sur la Lune, putain. Les mecs, non, mais c'est un autre niveau. Et du coup, vous allez peut-être me dire, et nous, qu'est-ce qu'on branle, bordel? Bah, nous, déjà, on l'a survolé. C'est pas mal, hein, excusez du peu. Voilà. Il y a le Japon et le Brésil qui l'ont fait aussi. Qu'est-ce que le Brésil vient foutre là-dedans? Je ne sais pas. Depuis qu'ils savent plus gagner une Coupe du Monde, ils essaient d'autres trucs. Et le Japon qui a essayé d'envoyer un truc, mais ça a foiré aussi. Et cette année, il y a les Indiens qui vont normalement essayer de faire atterrir un Samusa, enfin un vaisseau. De toute façon, les Indiens, c'est logique parce que dans quelques temps, c'est eux qui vont devenir la première population mondiale. Donc ils seront partout aussi. Même sur la Lune, ils prévoient déjà le coup en fait. Comme ça, quand t'arrives sur la Lune, on te file direct du poulet tandoori quoi. Ouais, mais c'est fait avec les poules et les poulets des Roms de tout à l'heure, tu vois. Les mecs qui sont sur place, bah ils savent entre eux, tu vois. Il y a l'Israël aussi qui a envoyé une sonde et qui arrivera en orbite autour de la Lune cette année là, au mois d'avril normalement. Elle a même pris un selfie avec la Terre à 40 000 km de distance. Ils sont forts ces Israéliens. Quand tu penses que... Ah non. Bah non. On a ramené plus de 380 kg de roches de la Lune et ça nous a permis de comprendre plein de choses et notamment comment elle s'est formée. Et c'est grâce à ces analyses qu'on a pu émettre une hypothèse qui est maintenant largement acceptée dans la communauté scientifique internationale, c'est que la formation de la Lune, elle est liée avec celle de la Terre. Alors question, comment c'est qu'elle s'est formée la Lune? Ouais, parce que ça doit pas être très clair pour tout le monde et vous allez voir, ce sera pas tellement plus clair une fois que je vous l'aurai expliqué. Si vous voulez, avant de pouvoir faire des analyses d'échantillons, bah, on pensait que la Lune s'était formée ailleurs dans le système solaire et qu'elle était passée par là et que la Terre l'avait capturée avec son attraction gravitationnelle. Mais si c'était le cas, ça veut dire que la Lune devrait être composée de matériaux qui sont complètement différents de ceux de la Terre. Parce que selon où on se trouve dans le système solaire, on n'a pas le même type de matière. Sauf que quand on a pu faire les premières analyses des échantillons dans les années 70, on se rend compte que la composition de la Lune est quasiment identique à celle de la croûte terrestre. Et là, si vous voulez, c'est un choc. Et à ce moment-là, on se dit la même chose qu'un an après avoir voté Macron. En fait, les gars, on s'est complètement gouré. En fait, aujourd'hui, l'hypothèse la plus crédible, c'est que la Lune serait née d'une collision entre la Terre et un objet un peu plus petit qu'on appelle Theia. C'est un objet qui aurait fait à peu près la taille de Mars, qui était d'environ 10% de la masse de la Terre. C'était un planétoïde, quoi, une sorte de petite planète qui aurait arraché un bout de la croûte terrestre de la Terre. Et ça aurait créé des milliards de tonnes de débris qui se seraient ensuite assemblés avec la gravité pour former la Lune. Et les simulations par ordinateur montrent que ça aurait même pu se faire assez vite, hein, seulement en quelques milliers d'années. Après, vous savez, tout ça, c'est qu'une théorie, quoi. Je veux dire, voilà, on n'en sait rien véritablement. Je veux dire, moi, j'en sais rien. Hein. Je veux dire, quand je regarde ça, j'avoue, je comprends pas bien ce qui a pu se passer. Mais vous comprenez jamais ce qui a pu se passer, c'est bien ça le drame. Non mais tu vas te calmer, toi. Bon alors, la Lune, le fait qu'elle se soit formée juste à côté de nous, qu'est-ce que ça fait finalement? Quelles sont les influences de la Lune sur la Terre? La Lune, elle a beau s'éloigner de la Terre de 4 cm par an, c'est-à-dire que dans quelques millions d'années, elle sera toute petite, on la verra même plus, il y aura plus d'éclipses. Sa force est quand même vachement importante. La Lune a joué un rôle énorme sur l'évolution de la vie sur Terre. En gros, ça tient en une phrase, si la Lune n'avait pas été là, il n'y aurait peut-être jamais eu de vie sur Terre. Est-ce que vous savez par exemple que la Lune a stabilisé l'inclinaison de la Terre? C'est-à-dire,
Bah c'est-à-dire, si tu veux, elle a stabilisé l'inclinaison de la Terre. Tu comprends mieux? Ouais, comme ça c'est mieux. En fait, avant, la Terre, elle bougeait un peu comme ça. C'est un petit peu bourracho, quoi. Elle avait pas dû boire que de l'eau. Et la Lune, quand elle est arrivée, elle lui a dit: dis donc, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es encore bourré? Maintenant, t'arrêtes tes conneries, tu te tiens à carreau. Et la Terre, elle s'est tenue à carreau, et du coup, ça a un petit peu régulé le truc. Au lieu de créer des grandes périodes de glaciation tous les 4 matins, avec les mêmes zones qui vont être pendant très longtemps au soleil et pendant très longtemps à l'ombre, ça a stabilisé un peu les températures, voyez-vous. Et c'est notamment ça qui a donné les saisons. Et ouais, mes petits potes, les saisons sur Terre ont un rapport direct avec la présence de la Lune. Autrement dit, si la Lune n'était pas là, bah... ouais. Alors on peut pas parler des effets de la Lune sans évidemment parler de l'effet des marées. On peut pas, c'est pas possible. J'ai essayé, c'est pas possible. La Lune et la Terre s'attirent. Ça, c'est la gravitation. Et le côté de la Terre qui est le plus proche de la Lune est plus attiré par la Lune que le côté qui en est le plus éloigné. Du coup, ça déforme un peu la Terre, et l'eau se déformant plus facilement que la Terre, bah ça crée une sorte de bourrelet de flotte sur le côté. Et vu que le Soleil il attire aussi la Terre, même s'il est plus éloigné et que son attraction est 2 fois moins grande, bah ça joue quand même, et quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés, les forces s'additionnent et ça donne des grandes marées. Après, il faut prendre en compte aussi la rotation de la Terre, hein, qui vient compliquer le truc encore un peu plus. Je vous mets des liens dans la description, hein, vous irez faire un petit tour là si le cœur vous en dit. Et de l'effet des marées découle naturellement une très grosse influence sur plein de trucs, et notamment sur les animaux, et plus particulièrement les poissons. En même temps, la Terre, elle est recouverte d'eau à 70%, donc c'est sûr que ceux qui sont le plus touchés, c'est ceux qui habitent dedans. D'ailleurs, il y en a qui sont tellement influencés par elle qu'ils finissent par devenir comme elle, quoi. C'est le cas du poisson-lune. La grande barrière de corail, elle est méga influencée par la Lune aussi. C'est-à-dire que les mecs, les coraux, ils pondent selon les cycles lunaires. On a remarqué qu'il y a plus de ponte très exactement 5 jours après la pleine lune. Étonnant. Bon, il y a d'autres trucs qui doivent jouer aussi, hein, à la latitude, la température de l'eau, la forme des nuages. Il y a les calamars aussi qui attendent la lumière de la pleine lune pour se rencontrer et à la niquer. C'est-à-dire ils ont qu'une nuit par mois pour le faire. Ils sont quand même un peu cons, hein. Ils ont tous les jours la lumière du soleil, et non, eux, ils préfèrent attendre la lumière de la pleine lune. Vous allez me dire que c'est plus romantique? Ouais, je sais pas si le calamar il est connu pour être très romantique. À mon avis, s'ils ont qu'une nuit par mois, je pense plutôt que les mecs ils foncent dans le tas sans se poser de questions. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je ferais. Enfin, c'est déjà comme ça que je fais d'ailleurs. Du coup, j'ai eu un gamin. J'ai bien envie de vous parler du grugnon aussi. C'est un petit poisson qu'on trouve en Californie, qui profite des grandes marées provoquées par les pleines lunes et les nouvelles lunes pour aller niquer carrément sur la plage. Là, niveau romantisme, je crois qu'on peut pas faire mieux, quoi. Quand tu penses qu'après la femelle, elle pond ses œufs dans le sable. Comme ça, les bébés poissons, quand ils naissent, ils sont même pas dans l'eau, quoi. Je veux dire, ils ont 3 secondes, ils viennent de naître, ils doivent déjà se démerder pour aller dans l'eau, quoi. Si c'est pas le truc le plus con que j'ai vu dans la nature, je veux dire, ils voudraient se pourrir la vie encore plus s'ils s'y prendraient pas autrement, quoi. Et on pourrait parler des murènes aussi. Mais je vais pas en parler. Enfin bon, tous ces comportements sont réglés en grande partie à cause de l'influence de la Lune. Il y a d'autres animaux aussi dont la vie est souvent réglée par les marées, et donc par l'influence de la Lune, c'est les humains. Non mais il y a des endroits dans le monde où les marées, c'est juste ouf. Dans la baie de Fundy, au Canada, c'est la plus grande marée du monde. Il y a un marnage d'entre 16 et 20 mètres. Ouais, parce que je connais un peu le jargon aussi. C'est toujours à l'époque des nouvelles lunes et des pleines lunes que les marées sont les plus fortes. Il y a des marées tellement fortes que quand l'eau monte, elle remonte carrément des fleuves. Il y en a partout dans le monde comme ça, il y en a une énorme en Chine, hein. Tout le monde vient voir ça d'ailleurs, hein. Les connards, ils se font tous savoir par la flotte. Ah mais les Chinois ils sont beaucoup, donc mathématiquement t'as plus de cons dans l'eau. Pour finir, quelques mots sur le futur de la Lune. Est-ce qu'on va y retourner? Est-ce que ce serait intéressant d'y retourner? Ben oui, bien sûr que oui, bordel, il faut y retourner. On parle sans arrêt de Mars et tout ça, mais avant d'aller s'installer sur Mars, il faut déjà essayer de le faire concrètement sur la Lune. Actuellement, la NASA et l'ESA, hein, donc l'Agence Spatiale Européenne, ils ont des projets très sérieux pour aller s'installer durablement sur la Lune. Enfin voilà, retourner sur la Lune, ça permettrait plein de trucs, ça permettrait de tester le matériel en conditions réelles, ça permettrait d'apprendre aux scientifiques et aux astronautes à vivre en autonomie. Ça permettrait d'essayer de comprendre comment on peut lutter contre les radiations. En plus, récemment, les Japonais ont découvert une immense grotte de 50 km de long et large de 100 mètres, le truc qui pourrait accueillir une ville entière, quoi. Et ça, c'est trippant parce qu'on se dit déjà que ça pourrait servir de base pour les futurs astronautes qui iraient s'installer. Ils seraient un peu plus protégés par les variations de température et les radiations du soleil. On pourrait aussi mettre des télescopes pour voir beaucoup mieux et beaucoup plus loin peut-être, parce qu'ils seraient libérés de l'atmosphère terrestre. Enfin voilà, il faut y retourner, il faut essayer d'y rester un peu. Il y a même Donald Trump qui a récemment signé un document là pour dire qu'il fallait s'activer pour y retourner. Après, il a montré le document à tout le monde, et après il était content, il a joué avec un petit bonhomme. Ah oui, et sinon un tout dernier truc, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire qu'on n'a jamais été sur la Lune, vous lui direz 2 trucs. D'abord vous lui direz ça, ferme ta gueule! Et ensuite vous lui direz simplement de rechercher Lunar Reconnaissance Orbiter, c'est une sonde qui a été envoyée par la NASA en 2009. Ouais mais c'est la NASA justement, c'est la NASA qui nous manipule depuis le début, tout est faux! Ta gueule! Lunar Reconnaissance Orbiter, c'est une sonde qui est en orbite autour de la Lune et qui prend plein de photos. Et sur beaucoup de photos, on peut voir plein de traces justement des différentes missions Apollo. On peut voir même du matos qui a été laissé sur place. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les preuves sont là. En tout cas, moi quand j'entends les gens qui disent qu'on n'a jamais été sur la Lune, franchement, je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd. Bam! Allez, c'est bon, on a fait le tour. Il y a encore plein de choses à dire, mais on le garde pour un prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'être encore là. Merci de regarder mes vidéos. Merci pour vos likes et vos commentaires, pour vos messages. Merci pour vos dons sur Tipeee et Utip. Ça y est, il est lancé. Merci beaucoup pour
pour tout ce que vous faites, je ne serais pas grand chose sans vous. Alors donc un petit mot sur la question que j'avais posée en fin de dernière vidéo, sur voilà, le fait de savoir est-ce que je change un petit peu le rythme de publication de mes vidéos, ou je le change pas, est-ce que j'en fais des plus courtes de, je sais pas, 10-12 minutes, et plus souvent. J'ai donc demandé votre avis, et ça a été assez général, tout le monde s'en branle. Non, je déconne, mais bon, plus sérieusement, il y a eu, voilà, à peu près 1500 réponses. En gros, vous en avez un tiers qui me dit qu'il faudrait que je change, que ce serait très bien de mettre plus de vidéos, etc., un peu moins longues. Un autre tiers qui me dit de ne surtout rien changer, que le rythme de publication est parfait et la durée est parfaite. Si c'était moins long, bah, je pourrais dire moins de choses forcément. Et un dernier tiers qui me dit fais ce que tu veux, ça ira. C'est super les gars, merci beaucoup hein, pour vos réponses. Voilà, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Comment on fait? Alors bon, je vous avoue que je sais pas encore comment je vais faire. Je vous dis, je vais essayer peut-être de faire des vidéos un petit peu plus courtes de temps en temps. Voilà, ce rythme-là, je l'aime bien, vous l'aimez bien aussi. Enfin, ces vidéos de 20-25 minutes, je vais continuer à faire ça. Mais je vais essayer aussi de temps en temps d'en rajouter une petite qui fera moins de 10 minutes de temps en temps avec des sujets un peu plus courts sur l'actualité par exemple. Alors faut que je fasse gaffe parce qu'il y a d'autres chaînes qui le font, Hugo Liswark par exemple qui parle beaucoup de l'actualité et d'autres ils le font déjà très bien. Mais voilà, peut-être que je pourrais le faire sur d'autres choses avec un petit peu mon style à moi qu'on aime bien. Allez, merci encore, bisous tout le monde et en petit cadeau bonus, je vous laisse avec une très belle vidéo qui montre comment on verrait la Lune si au lieu d'orbiter à 380 000 km, elle orbitait à la distance de l'ISS, c'est-à-dire à 400 km seulement. Vous allez voir, ça envoie du lourd. Allez faire un tour aussi sur la petite chaîne Eva t'expliquer, qui est une chaîne très sympa avec un père et sa fille qui nous racontent plein de trucs super intéressants. Et j'en profite pour faire une dernière promo à un pote à moi qui vient de lancer sa chaîne qui s'appelle Premier Clap. Voilà, il s'appelle Anton, il est réalisateur et sur sa chaîne on suit un petit peu l'évolution d'un long métrage qui va monter, donc c'est plutôt cool aussi. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.